L'autisme, ce trouble du développement, touche un enfant sur 150. Il se définit par ses effets plutôt que par ses causes, encore mal connues. Il y a autant de formes d'autisme que d'enfants qui en sont atteints. Tous ont en commun d'avoir des difficultés dans la relation à l'autre. Au cours des 10 dernières années, en explorant la planète autisme, les neurosciences, la génétique et la psychologie du développement ont conquis de nouveaux territoires. Des découvertes récentes ont mis en évidence l'action de ce trouble sur le cerveau et sur la façon de percevoir le monde et de communiquer. Des thérapies nouvelles donnent l'espoir de rejoindre ces enfants différents, qui sont pourtant nos enfants comme les autres, de leur donner les clés pour grandir et vivre dans ce monde. Regardez, vous tombez toutes dans l'eau. Très tôt, les parents de Hallel, 6 ans, se sont rendus compte que leur fils n'évoluait pas comme ses frères et sœurs. Et l'autre, elle remonte sur le bois. Le langage ne venant pas, ils ont décidé de consulter. Tu viens, mon cœur? Allez, viens, mon chien. Cela fait 30 ans qu'en France, le centre de pédopsychiatrie de Tours est à la pointe de la recherche sur l'autisme et son traitement. 1 an après son diagnostic et le début de sa prise en charge, Hallel est de retour pour un suivi de ses progrès. Le professeur Bonnet-Brio commence par s'entretenir avec ses parents. De gros progrès dans le langage. Hallel arrive à verbaliser à peu près tout ce qu'il veut, avec ses propres mots. Ce qui est tout nouveau, c'est que quand il n'arrive pas à se faire comprendre, il ne crie plus, au moins, ça lui arrive encore de temps en temps, mais il essaye de s'expliquer autrement. Au niveau de le développement de son imagination, de ses intérêts, où est-ce que... Toujours ses animaux, toujours ses dessins animés. Il n'y a pas d'histoire avec des bonhommes, avec pas encore. On ne sait pas si on a ces deux peut-être, mais autrement, il les a une ligne derrière l'autre. La petite, c'est devant, le grand, ça dépend comment on est, au petit au plus grand, ou bien au plus grand au petit. D'accord. Il a mis moins quand même, c'est moins de l'alignement. Moins maintenant. Les animaux font des choses. Ils vont à la piscine, par exemple. Alors qu'avant, c'était des objets plutôt inanimés. Puis il fallait que ça soit surtout rectiligne et que rien ne dépasse. Et puis surtout, s'il en manque un, c'est pas grave. Oui, c'est plus grave. D'accord. Ou moins grave qu'avant. Pendant ce temps, le psychologue observe les réactions de Hallel dans la relation sociale. Oh, regarde. C'est le petit garçon, regarde. Il a son papa là, regarde. Non. En partant de son intérêt pour les animaux, il l'invite à entrer dans un jeu d'imagination. Hallel tient compte de la proposition, mais préfère continuer à aligner ses animaux et ne recherche pas le partage émotionnel. Ils sont beaux, hein? L'autisme, c'est un diagnostic qui est basé uniquement sur l'observation du comportement de l'enfant, avec ce qu'on appelle donc une triade comportementale, le fait d'avoir des difficultés à communiquer, à interagir, et puis des intérêts restreints et stéréotypés qui vont être très variables en fait selon l'enfant, en fonction de la sévérité de l'autisme et puis du degré de retard cognitif qui peut y être associé. Le bilan se poursuit avec l'examen pédiatrique. Le professeur Bonnet-Brio va maintenant évaluer les capacités d'adaptation de Hallel dans l'échange ludique. Le toboggan après. Après, on fait le toboggan. Accepte-t-il le changement? Est-ce qu'il communique ou reste-t-il focalisé sur les mêmes activités? À moi, à toi. Le fait qu'il puisse utiliser en même temps le regard, le langage, les gestes, dans un moment d'échange et de relation et qu'il y ait un certain plaisir avec l'autre, ça, c'était des séquences qu'on n'avait pas il y a 1 an. Regarde. Oui, on fera, mais quand on aura fini les jeux. Il n'y a plus la bille, c'est là. Allez, on met de côté, on fera après. Par contre, là, ce qu'on appelle la 3e dimension, c'est-à-dire les intérêts répétés, restreints, la rigidité, ce qui est classique aussi, hein, elle reste prégnante. C'est ce qu'on voit bien quand il est au début où il a repéré ce jeu là dans le placard et puis du coup il veut toujours revenir au même jeu, ce jeu à la tour à billes. Et même si je lui propose autre chose pour jouer avec moi, du coup ça l'intéresse pas, il va rester sur ce jeu auto-centré
et toujours un petit peu répétitif. D'accord. Après, on a dit que vous alliez prendre la bille. Tu me demandes la bille. S'il te plaît. J'ai compris, Alain, j'ai compris. La bille, elle est dans ma poche. Dans la poche. Oui, la bille est dans ma poche. Tu veux venir la prendre? Oui, elle est dans ma poche. Je l'ai mise là pour jouer avec toi. Elle est là. Malgré les tentatives pour entraîner Hallel dans un jeu de ballon, il est resté centré sur le toboggan à billes. Une seule solution dans ce cas-là, subtiliser l'objet de fixation et attirer son attention vers une autre source de plaisir. Ce trouble du comportement, de l'adaptation est lié à un trouble du développement et du fonctionnement cérébral, d'origine principalement génétique, avec d'autres causes aussi qui interviennent en interaction avec ces facteurs génétiques, mais qu'on ne connaît pas aussi précisément, qui font que la trajectoire développementale de l'enfant, à la naissance, et puis probablement déjà avec des causes in utero, va se dévier de la trajectoire ordinaire. Le cerveau ne se développe pas, ne se structure pas comme pour un enfant ordinaire. Agathe, 5 ans, est scolarisée à mi-temps avec une auxiliaire de vie scolaire et passe 2 journées par semaine à l'hôpital de jour du centre de pédopsychiatrie. Là, elle suit une thérapie d'échange et de développement. Agathe! Des images filmées à son arrivée, 1 an avant, montrent une enfant repliée sur elle-même qui ne parle pas, s'isole. Elle ne s'intéresse ni aux personnes, ni même aux objets, seulement à l'aspect sensoriel des petits cailloux. Et maintenant, Agathe conquiert la cour sur son tricycle. La thérapie d'échange et de développement, ou TED, est l'une des premières méthodes visant à relancer l'évolution de l'enfant. Conçue il y a 30 ans, la TED s'est enrichie au fil du temps de l'apport des nouvelles découvertes. L'idée est de rejoindre l'enfant là où il en est, en lui proposant des activités qui tiennent compte de la façon particulière dont il perçoit le monde. 1, 2... Agathe. 3, Il persiste une petite curiosité chez l'enfant avec autisme qui, c'est vrai, est un peu détournée, n'est pas celle de l'enfant ordinaire, c'est-à-dire que ça va être plutôt sur des objets, ça va être une curiosité un petit peu plus autocentrée, mais elle existe. Tu me donnes ? Il faut être suffisamment attentif pour la saisir et à partir de là, être dans la réciprocité, c'est-à-dire il suffit que s'il est tendu quelque chose, on retend et on essaye d'induire ça dans un jeu, le tout dans un plaisir partagé. Et puis ces séances-là, elles vont être au fur et à mesure le support de développement de la communication de façon un peu plus complexe. 1, 2... Ouais. À toi. En 1 an, Agathe est sortie de ses activités autocentrées. Maintenant, elle s'intéresse aux objets. Elle vocalise, dit quelques mots et prend plaisir à l'échange. 1, 2... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 3 choses demandées, c'est-à-dire l'association de 3 modes pour faire une demande. Le regard, le geste et le mot. Elle n'arrive pas à tourner le bouton. Elle me prend la main, elle m'instrumentalise pour me demander de le faire à sa place. Il y a encore quelques semaines, elle aurait abandonné l'activité. Là, on voit que maintenant, elle prend en compte, elle me regarde, elle me prend la main. Et là, c'est d'énormes progrès, hein, ça. Moi, je suis content, là. C'est la première fois qu'elle me le fait. Il faut tourner, Agathe, regarde. Attention. Ce qui se passe, en fait, au moment de la TED, quand il y a un échange entre l'enfant et l'adulte, quand il y a cette synchronisation, quand il y a cette réciprocité, cérébralement, ce qui se passe au niveau, si on regardait en direct, finalement, le cerveau de cet enfant, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une activation des réseaux neuronaux avec même on appelle la pousse, finalement, de nouveaux contacts entre des neurones qui vont générer de nouveaux réseaux neuronaux. Et donc, il y a véritablement une action sur l'architecture cérébrale via une séance, en fait, de thérapie.
Les neurones sont les cellules du cerveau qui permettent à l'information de circuler. Au fil du développement, les neurones poussent et leurs prolongements se connectent entre eux, formant des synapses. Ces connexions se font et parfois se défont. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et si les circuits, pour cette raison X qu'on ne connaît pas encore précisément dans l'autisme, se sont pas mis en place correctement, eh bien l'information ne circule pas de façon ordinaire. On peut penser que c'est ce qui se passe quand, par exemple, la voix n'est pas entendue alors qu'un petit son est entendu. C'est parce que le circuit de la voix ne s'est pas fait alors qu'un autre circuit se sera fait. Et donc si on intervient avec la rééducation, grâce à cette plasticité, ce qu'on espère faire justement, c'est remettre ces circuits-là ensemble. Alors pas tous, pas de façon parfaite, mais on sait que c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe aussi dans toutes les rééducations, la rééducation orthophonique, la rééducation en psychomotricité, mais aussi quand on parle de façon plus générale le soin psychothérapique, on sait aussi qu'on facilite justement la construction et la mise en place de ces réseaux. Jean-Claude, 8 ans, suit une thérapie d'échange et de développement tout en allant à l'école à plein temps. Une recherche est en cours pour évaluer l'efficacité de la TED et il fait partie de la cohorte d'enfants observés. Ces électrodes vont enregistrer l'activité des aires de son cerveau qui correspondent au langage et à la communication. Marie Gomeau, chercheuse en neurosciences, lui fait écouter des sons humains et des bruits du quotidien et ses réactions vont être enregistrées à l'électroencéphalogramme. Tu l'as branché, c'est bon. En général, les enfants avec autisme ne font pas de différence entre la voix humaine et les bruits du quotidien. Par rapport à l'an passé, Jean-Claude discerne mieux les sons humains, ce qui lui a permis de progresser sur le plan du langage. Pour évaluer la TED, on a comparé les aptitudes sociales, les comportements, le langage et la motricité de 15 enfants avant la thérapie, 1 an après et 2 ans après. Ce schéma montre que dans l'ensemble, ces enfants ont bien progressé. En parallèle, leurs comportements autistiques ont diminué. Un vrai enfant? Thomas, 5 ans, a commencé sa thérapie il y a juste 1 an. Dans le cadre de la recherche sur la TED, il se rend à une séance d'eye tracking qui va permettre d'analyser la manière dont il dirige son regard. Sur l'écran vont s'afficher des objets de la vie quotidienne et des visages. On va enregistrer les mouvements des yeux de Thomas lorsqu'il regarde ces images. Attention, ça va partir. Il est là. 80% des personnes avec autisme ne regardent pas les yeux de leurs interlocuteurs, ce qui limite la perception des expressions, donc des intentions et des émotions d'autrui. C'est hier. Oh, il est là. Il est là. Petit café. On voit sur cette image que l'enfant n'a pas regardé la région des yeux, il a regardé la région inférieure du visage, il a fait des saccades vers l'extérieur du visage, donc il a regardé davantage le contour que le visage en lui-même. Donc son exploration n'est pas classique puisque généralement les enfants passent beaucoup de temps à explorer la région des yeux, qui est la région la plus informative sur un visage, c'est la région qui apporte le plus d'informations, et notamment d'informations sociales et émotionnelles. Donc c'est grâce à ces informations que l'on peut interagir avec l'autre. Ici, sur cette cuillère, on voit que son exploration est beaucoup plus classique. Il a exploré l'ensemble de la cuillère, l'objet, l'extrémité, et il s'est arrêté sur des points clés de la cuillère. Tout l'objet a été exploré, il n'y a pas eu de zone négligée ou non explorée. Il porte davantage son attention sur les parties pertinentes de l'objet cuillère que de l'objet visage. Et voilà, c'est fini. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, Nadia. Ce schéma représente l'enregistrement des flux nerveux pendant une séance d'eye tracking. À gauche, le cerveau d'un témoin et à droite, celui d'un enfant atteint d'autisme avant la thérapie. On voit que l'information ne circule pas de la même façon.
2 ans plus tard, par l'échange ludique, les enfants testés ont appris à regarder les yeux et les expressions. Sur ce point, leur cerveau a retrouvé un fonctionnement proche de la normale. Thomas et les autres sont entrés dans une spirale positive. En soutenant leurs interactions, on permet au circuit de l'information dans le cerveau de se reconstruire, ce qui favorise la communication et donc la création de nouvelles connexions, et ainsi de suite. Au cours de la dernière décennie, les recherches en neurosciences ont démontré que l'autisme affecte le développement du cerveau. À l'Institut Pasteur, l'équipe de Thomas Bourgeron a identifié certains des premiers gènes impliqués dans ce trouble. En observant plusieurs enfants avec autisme d'une même famille, les chercheurs ont constaté que certains de leurs gènes présentaient les mêmes mutations. On regarde si la mutation est présente chez les parents. Si elle n'est pas présente chez les parents, on appelle ça une mutation de novo. Et c'est le cas de beaucoup de gènes impliqués dans l'autisme, où la mutation n'est pas présente chez les parents, mais est présente uniquement chez l'enfant atteint d'autisme. Et on ne sait pas pourquoi. C'est probablement des problèmes de réplication de l'ADN. Et donc une erreur peut arriver dans un endroit où ce n'est pas très important dans le génome, et quelquefois, malheureusement, ça tombe à un moment où l'information était très importante, et donc va donner une maladie. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Chaque cellule a un noyau. Dans ce noyau se trouve l'ADN, qui comprend 22 000 gènes et plus de 3 milliards de lettres. C'est ce qu'on appelle le génome. La plus grande partie du génome est identique d'une personne à l'autre. Seuls 4 à 5 millions de lettres varient, soit moins d'1 sur 1000. Certaines variations définissent la couleur des yeux, la taille ou d'autres caractéristiques sans influence sur la santé. Une seule mutation, sur une seule de ces lettres, peut provoquer un autisme. Mais parfois, ce sont plusieurs gènes mutés qui se combinent entre eux. On a identifié plus de 250 gènes pouvant être impliqués dans ce trouble. Les chercheurs ont prélevé des neurones de rats et ils les ont mis en culture. Des synapses, ces connexions qui relient les neurones entre eux, se sont formées. Lorsqu'on introduit un gène muté sur ces neurones en culture, la mutation affecte la formation des synapses. De ce fait, la transmission de l'information dans le cerveau est altérée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a certains cas d'autisme où il y a moins de synapses, moins de contacts entre les neurones, et peut-être certains cas d'autisme où il y a trop de contacts entre les neurones. Donc c'est cette balance entre pas assez ou trop de contacts qui fait qu'on va peut-être aller vers l'autisme. Le manque de connexion entre les zones du cerveau expliquerait les problèmes de perception, d'interaction sociale et de communication. À l'inverse, l'excès de connexion au sein de certaines zones conduirait à avoir des intérêts restreints, des actions répétitives et le sens du détail. Thomas Bourgeron et son équipe ont fait muter chez des souris l'un des gènes impliqués dans l'autisme et ils ont observé des changements assez frappants. Les souris sont quasiment tout à fait normales. Elles n'ont pas de problème de mémoire, elles n'ont pas de problème de vitalité, mais par contre, elles ont des problèmes d'interaction sociale, elles ont des problèmes de stéréotypie, et aussi, de façon étrange, elles ont des problèmes de vocalisation ultrasonique, parce que les souris peuvent communiquer par la vocalisation, mais dans l'ultrason. Et on a vu que ces souris chantaient moins, et qu'elles chantaient différemment. C'est-à-dire qu'elles utilisent des vocalisations un peu différentes que les souris qui ne sont pas mutées. À gauche, une souris non mutée. À droite, une souris dont on a fait muter le gène. La souris non mutée explore tranquillement son environnement, tandis que la souris mutée parcourt l'espace d'une façon frénétique. Elle est hyperactive. La souris mutée a des comportements stéréotypés. À gauche, elle fait des sauts répétés dans les recoins de sa cage. À droite,
elle se toilette indéfiniment. À gauche, 2 souris ordinaires. À droite, une souris mutée et une souris ordinaire. Les 2 souris ordinaires recherchent le contact, alors que la souris mutée s'intéresse peu à sa congénère et continue d'explorer la cage. Grâce à des découvertes récentes, on pourra bientôt cultiver des neurones humains à partir de fragments de peau de patients atteints d'autisme. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va nous permettre de tester toute une batterie de molécules qui vont peut-être permettre de ramener ces synapses à un niveau normal. Je ne pense pas qu'il y aura une molécule miracle pour avoir de la théorie de l'esprit et pour avoir des interactions sociales. Je pense que c'est à nous aussi d'avoir des interactions sociales avec les personnes avec autisme, plus que l'on a. Par exemple, il faut que ces personnes avec autisme aillent à l'école. Ça, on peut avoir n'importe quelle molécule miracle. Si la personne reste chez elle et ne voit personne, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'effet. En France, la moitié des enfants atteints d'autisme ne bénéficient que d'une prise en charge partielle. Aux États-Unis, tous les enfants porteurs de handicap sont accueillis gratuitement à l'école ou en institution jusqu'à l'âge de 22 ans. Sacramento, la capitale de la Californie, consacre un campus entier à la recherche sur l'autisme. L'objectif au Mind Institute est d'intervenir au plus tôt, lorsque la plasticité cérébrale est maximale. L'âge moyen du diagnostic est de 4 ans aux États-Unis contre 6 ans en France. Jessie a été diagnostiquée à 2 ans car son aîné, Simon, 4 ans, était suivi au Mind Institute. Pour repérer à quel moment émergent les symptômes, Sally Ozonoff a observé dès 6 mois 30 enfants dont les frères aînés sont atteints d'autisme. Ils auraient 5 fois plus de risques que les autres d'avoir ce trouble. Jessie en faisait partie. Elle l'a filmé de l'âge de 6 mois jusqu'à son diagnostic à 24 mois. Elle l'appelle par son prénom. La première fois, ça ne marche pas, mais la seconde fois, il la regarde droit dans les yeux. À 6 mois, beaucoup d'enfants ne répondent pas encore à leur prénom. C'était très bien qu'il y arrive déjà. Il la regarde bien dans les yeux, il est très intéressé. Il est tout sourire et il semble apprécier l'alternance dans le jeu. Il la regarde de façon soutenue pendant un temps assez long. Il comprend que les visages c'est important, que c'est central dans l'interaction. Dans cet extrait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'éléments préoccupants. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il était très calme. Il n'a fait aucune vocalisation. Mais nous n'étions pas inquiets à ce stade, et le fait qu'il soit calme ne voulait pas forcément dire grand-chose. À 12 mois, ce qui a commencé à nous inquiéter, et nous l'avons noté dans nos registres, c'est qu'il est très sérieux. C'est difficile d'obtenir un sourire de lui. Mais il regarde bien dans les yeux, il joue à coucou me voilà, il essaye de baisser la couverture pour faire durer le jeu, il semble comprendre le jeu, on dirait que ça l'intéresse, et il a regardé l'examinatrice un grand nombre de fois. Mais il est très sérieux et son visage est plutôt neutre. Il n'a pas un visage franchement expressif. Même à 16 mois, dans cette vidéo, il répond à son prénom. Mais à ce moment-là, nous avons commencé à nous inquiéter à son sujet. Entre 15 et 18 mois, il semble y avoir une perte d'intérêt pour tout ce qui est social. Vous pouvez le voir dans cet extrait, il y a une examinatrice à moins d'1 mètre de lui. Elle va l'appeler par son prénom à 6 reprises et il ne la regarde pas une seule fois. Puis elle se rapproche de lui au point d'être intrusive, elle lui parle, l'appelle par son prénom avec insistance, mais il reste focalisé sur son geste répétitif. Il continue à ouvrir et fermer son jouet. Mais je dirais qu'on est encore dans un stade entre deux où certains signes sont encourageants et d'autres inquiétants.
Peu de temps après ça, les symptômes sont vraiment apparus et quand nous l'avons revu à 24 mois, il remplissait tous les critères du diagnostic d'autisme. À nouveau, il y a une examinatrice, elle est juste à côté de lui. Il manipule le même jouet, elle d'un côté, lui de l'autre, et il ne la regarde pas une seule fois. Si on avait compté la fréquence de ses regards vers elle dans le passé, on en aurait eu 6, 8, 10 exemples dans ce genre de vidéo. Et là, aucun. On peut donc voir clairement que certaines choses se sont vraiment dégradées avec le temps. Here he comes to see Jessie. Hi, Jessie. Chez les jeunes enfants observés, qui ont effectivement développé un autisme, les premiers signes sont apparus entre 6 et 18 mois. Pour la moitié d'entre eux, on peut identifier les symptômes dès 12 mois. Le diagnostic a été posé entre 12 et 36 mois. Intervenir à 20 mois nous donne de grands espoirs, car le cerveau change de façon spectaculaire, même chez l'enfant typique. Quand on pense à la manière dont la motricité évolue en un an, ou encore le langage, même quand le développement suit un cours normal. On sait que le cerveau est d'une grande plasticité à ce stade, et on espère qu'une intervention intensive à l'âge où le cerveau change déjà tellement aura un impact important. Peut-être que certains symptômes disparaîtront et d'autres se réduiront pour atteindre un niveau où ils ne gêneront plus l'enfant. C'est ça l'espoir. Chaque semaine, Cathy et Keralisa, psychologues au Mind Institute, viennent soutenir la maman de Jessie à son domicile et lui donner quelques conseils éducatifs. Simon l'aîné bénéficie d'une thérapie depuis 2 ans. Pour Jessie, ça ne fait que 12 semaines, mais il a déjà beaucoup changé. Où est l'éléphant, Jessie? Est-ce que tu vois une girafe? Jessie commence à retrouver les gestes sociaux comme le pointer du doigt, ainsi que les prémices du langage. Un zèbre. Un zèbre, oui! La plupart du temps, c'est pour demander une chose. Il veut un jouet, alors il pointe du doigt pour l'avoir. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il voulait juste nous montrer l'objet. C'est un très beau progrès. Il commence vraiment à pointer pour montrer aux autres. Au début, il disait déjà quelques mots. Je crois avoir demandé à Sarah d'en faire la liste lors du premier rendez-vous. Il avait peut-être 10 mots et maintenant il doit en connaître... Combien à votre avis? 50. Oui, au moins 50. Et il associe même 2 mots entre eux. Parfois, il en associe 3. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Manger. Ils mangent ensemble? Mangent ensemble. Ils mangent ensemble? Ils sont contents? Oui. Simon s'entraîne avec sa maman à identifier l'attitude juste dans des situations de vie. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, pourquoi? Elle est triste? Oui. Elle est triste parce qu'elle est seule. Elle veut s'asseoir avec ses amis. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? S'asseoir. Oui, ils disent « Viens t'asseoir avec nous ». Comme ça, on pourra tous s'asseoir ensemble. Et sur cette image, que fait le garçon? Il caresse le chat. Il caresse le chat. Le chat est content? Oui. C'est une bonne idée? Et ça, c'est une mauvaise idée. C'est ça. Comment il se sent, le chat? Il a peur. Tu as raison. C'est bien que vous parliez des émotions avec lui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Simon a réussi à reconnaître que le chat avait peur. Pour moi, c'était très important. Parce que ce n'est pas le genre de situation qu'on rencontre souvent. Donc, je pense que c'est une bonne situation à travailler avec lui. L'image du groupe d'enfants assis à table aussi. Simon essaye d'être un bon ami. Il aime ses petits camarades et je pense que si l'un d'eux était exclu, ce serait bien que Simon puisse s'en rendre compte. Orange. Celui-là, orange? En échange? Trade. Very good. C'est bien. Train. Train. Le train. We draw a line. Tu peux tracer une ligne?
Ligne. Très bien. Ligne. Ligne. Oui, c'est bien. Ligne. Est-ce que Jessie est triste? Pas triste. Fâché. Fâché? Tu me montres en colère? Pas fâché. Pas fâché? Content alors? Grâce à l'intervention précoce, les enfants retrouvent en quelques mois les moyens d'échanger avec les autres et leur développement peut reprendre son cours. En étant soutenus, les parents se sentent moins démunis. Ils peuvent s'ajuster à leurs enfants pour mieux les accompagner. La méthode pratiquée au Mind Institute, le modèle de Denver, permet d'intervenir dès la première année. Ryan, 2 ans, s'y entraîne depuis 3 mois, à raison de 20 heures par semaine. Le modèle de Denver a été conçu par Sally Rogers, professeure de psychologie du développement, qui l'a ensuite adapté pour les très jeunes enfants. Au premier abord, comme c'est souvent le cas, on a du mal à voir que Ryan est atteint d'autisme. Twinkle, twinkle, little star. Cette méthode est fondée sur la connaissance fine des étapes du développement de l'enfant et la qualité de la relation. Les comportements adaptés sont encouragés et on essaye de détourner en douceur l'enfant de ses stéréotypies. Pour bien grandir, les enfants avec autisme ont besoin de multiples occasions d'apprendre, beaucoup plus que les autres. C'est pourquoi les parents doivent pouvoir les aider à progresser dans toutes les situations. Ils doivent donc modifier leur propre attitude. Tu veux que je t'aide? Allez, on pose la boîte sur la table. Sally Rogers a mis au point un programme de formation pour les parents. Pendant 5 heures par semaine, ils apprennent à entraîner leur enfant au modèle de Denver pour pouvoir l'appliquer dans toutes les situations de la vie quotidienne. Mets-le au-dessus, le cube. Au-dessus. Ah, tu y es presque. Oh non! Tu y es presque. Oh non! Scratch, 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 scratch. Je vous ai observé lui montrer le geste, du placement de la main à celui du bras, et il a finalement réussi à mettre un cube au-dessus. C'est devenu un jeu en 2 étapes. Il empile les cubes et il les fait tomber. L'objectif d'accomplir 2 actions à la suite a bien marché dans ce jeu. Il y a 3 mois, rien ne l'intéressait. Il n'avait pas d'objectif. Il ne savait pas qu'il pouvait communiquer ses idées. Maintenant, il s'intéresse aux objets, il est plus habile au jeu. Il communique. Ses gestes se sont développés, le babillage aussi. On aide les parents à exercer les compétences de l'enfant. Comme vous avez vu, la mère de Ryan s'est concentrée sur le geste, l'usage du geste. Elle l'a incité à indiquer ce qu'il voulait par ses gestes. Et ça, elle pourra continuer à le faire pendant les repas, les jeux, le bain, quand elle l'habille. Le fait d'attendre qu'il fasse le geste, de lui montrer un objet sans le lui donner, pour qu'il essaye de l'attraper par lui-même, elle va pouvoir le faire 50 ou 100 fois par jour. Et voilà ton autre chaussure. Peux-tu me la donner? Donne-la-moi. Merci. Un pied, c'est ça. Mets la chaussure. Voilà. Ah oui, je sais, c'est amusant. Chaque action est l'occasion d'entrer en contact et de faire ensemble. Les progrès de Ryan, qu'ils soient relationnels ou pratiques, sont valorisés et encouragés. Ce que les enfants apprennent au Mind Institute, ils doivent pouvoir l'emmener partout avec eux, à la maison comme plus tard à l'école. Ryan a 2 frères, Carson 3 ans et Tyler 11 mois, qui n'ont pas de symptômes d'autisme. À la maison, Ryan continue à s'exercer avec son papa. Les enfants atteints d'autisme ont une perception particulière de l'environnement. Certaines sensations leur sont insupportables, alors que d'autres leur donnent une satisfaction qui capte toute leur attention.
Ryan pourrait passer des heures à rechercher le plaisir sensoriel que lui procure le contact avec le sable. L'idée du modèle de Denver est d'utiliser les centres d'intérêt de l'enfant pour l'inciter à sortir de ses gestes répétitifs et s'intéresser à autre chose. Mais ça ne marche pas toujours. Ça te plaît? C'est agréable le sable? Ah, le sable. Tu veux entrer dans le bac? Tu veux t'asseoir dans le sable? Sur tes doigts, hein? Du sable. Non? Avec un seau peut-être? Au bac à sable, Ryan est resté centré sur lui-même. Mais grâce à sa formation, Chris, sa mère, ne se laisse pas décourager et lui propose d'échanger autour d'un autre jeu. En persévérant ainsi, Chris a permis à Ryan de beaucoup progresser depuis son diagnostic. À 18 mois, au rendez-vous chez le pédiatre, il avait un retard de développement. Et il présentait des signes typiques d'autisme. Il secouait les mains, il marchait sur la pointe des pieds, il ne regardait pas dans les yeux, il n'avait pas d'intérêt pour le partage émotionnel. Il ne s'intéressait pas aux objets, ne jouait pas à faire semblant, il n'échangeait pas beaucoup. Mais il était très heureux. Alors on se disait, il a l'air vraiment heureux et il est sociable, du moins avec nous. Une recherche expérimentale portant sur 48 enfants a montré que ceux qui ont bénéficié du modèle de Denver ont progressé davantage que ceux du groupe témoin ayant suivi une thérapie uniquement comportementale. À 7 ans, ils ont tous retrouvé une intelligence et des comportements sociaux proches de la normale. On a longtemps sous-estimé le potentiel d'évolution des personnes avec autisme. On a cru, par exemple, qu'elles étaient incapables d'imiter pour communiquer et pour apprendre. Jacqueline Nadel, professeure de psychopathologie, a démontré que l'imitation est la pierre angulaire de la communication, y compris dans l'autisme. L'imitation, dans sa simplicité, est une espèce de détour pour comprendre combien l'autre est important. Parce qu'il est important pour soi, pour se voir soi, pour comprendre ses propres intentions, ses propres actions, etc. Et donc, je crois que ça réveille un intérêt pour soi chez la personne avec autisme et qui comprend par là qu'il faut passer par le détour de l'autre pour avoir une vision de soi-même. Que se passe-t-il dans le cerveau de deux personnes qui s'imitent? Avec l'aide de Guillaume Dumas, neuroscientifique, Jacqueline Nadel mène une expérience encore jamais réalisée. Ils vont enregistrer simultanément le cerveau de deux personnes en situation d'imitation. Les participants sont assis dans deux cabines séparées, les avant-bras appuyés sur une petite table. On leur installe des électrodes sur la tête. Préparez-vous, l'essai va commencer. Regardez l'écran sans bouger. Commencez à bouger vos mains. Guillaume Dumas va enregistrer simultanément les ondes cérébrales des deux participants pour voir si elles se synchronisent quand ils s'imitent. Un écran vidéo permet à chacun de voir les mouvements que fait l'autre. Deux caméras synchronisées captent les gestes de chacun. On demande aux deux participants de faire continuellement des gestes avec les mains. Continuez à bouger vos mains et imitez à chaque fois que ça vous plaît. À tour de rôle, chacun imite son partenaire quand il en a envie. En alternance, on est modèle, puis imitateur. Celui qui imite peut changer de rôle et proposer un mouvement que l'autre va imiter à son tour.
Les chercheurs ont montré que lorsque l'on fait la même chose en même temps, les cerveaux se synchronisent aussi. Les mêmes ondes cérébrales sont activées chez les deux partenaires. Les courbes noires et rouges représentent les ondes cérébrales des deux participants. Dans la zone verte, les moments où les gestes sont synchrones, et dans la zone bleue, les moments où ils ne le sont pas. Lorsque les gestes sont synchrones, on voit que les ondes du cerveau se synchronisent. Suite à cette découverte, Jacqueline Nadel a eu l'idée de faire s'imiter une personne au développement typique et une personne ayant un syndrome d'Asperger, une forme d'autisme sans déficit intellectuel. Elle a montré que leur cerveau se synchronisait aussi. Avec les diades typiques, à peu près la moitié du temps, chacun est modèle et chacun est imitateur. Ici, on voit des grandes disparités. Soit la personne avec Asperger imite à peu près tout le temps, soit elle propose des mouvements à peu près tout le temps sans quasiment jamais imiter l'autre. Et cette asymétrie est en faveur d'un choix pour imiter l'autre. Par conséquent, ça va tout à fait à l'encontre de l'idée classique selon laquelle les personnes avec autisme n'imitent pas. L'essai terminé, vous pouvez vous reposer. Ce qui est difficile à atteindre pour les personnes avec autisme, c'est cette sorte de négociation, mais négociation à deux, qui consiste à comprendre le moment où l'autre est prêt à lâcher son rôle pour en prendre un autre. Pourrait-on utiliser l'imitation spontanée pour entrer en relation avec les enfants atteints d'autisme et les entraîner au tour de rôle et à la communication? Jacqueline Nadel a réalisé une étude expérimentale qui a impliqué 8 enfants atteints d'autisme. Elle a imaginé une situation d'imitation avec des objets en double exemplaire. Allez, vas-y, entre. Grâce à ces paires d'objets, Ewan, 5 ans, et Bertrand, son éducateur, vont pouvoir réaliser la même action ou le même mouvement en même temps. Entre 2 et 4 ans, les enfants, qui ne parlent pas encore, utilisent spontanément l'imitation pour communiquer. Les enfants atteints d'autisme pourraient-ils en faire autant? Que ce soit dans le langage, que ce soit dans n'importe quelle communication non verbale, on a besoin d'être en ligne. Donc, avec l'imitation, quand on fait la même chose en même temps, il se crée quelque chose de très fort, c'est qu'on partage la même expérience. L'hypothèse de départ était la suivante. Si on les encourage à imiter, les enfants atteints d'autisme devraient pouvoir enrichir leur répertoire de mouvements et utiliser l'imitation pour communiquer. Bravo. La recherche consistait à pouvoir évaluer le bénéfice de leur apprendre le tour de rôle imiter, être imité, au niveau de leur sociabilité. Est-ce que ça va leur permettre d'aller plus vers l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas éviter l'autre? Comme Ewan, Ilan, 7 ans, a fait partie de l'étude expérimentale. Il bénéficie depuis 2 ans d'une séance d'imitation par semaine au pôle de pédopsychiatrie de Jury-les-Messes. Au cours de sa première séance, 2 ans avant, Ilan ne répond pas aux propositions de Bertrand, son éducateur. Allô? À défaut d'être imité, Bertrand imite la posture d'Ilan.
Ilan remarque qu'il est imité et il semble intéressé. Et voici la toute première imitation d'Ilan. Ce sera la seule ce jour-là. Pour moi, l'imitation, c'est comme une aventure, c'est comme un voyage. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité à quelqu'un qui voyage pas beaucoup, qui n'essaye pas grand-chose avec son répertoire, on lui offre la possibilité justement de partir en voyage avec nous. Ce n'est pas seulement la communication qui est enrichie, c'est la curiosité pour la vie, pour ce qui se passe autour de soi et pour les objets. À tout à l'heure. En 2 ans, les capacités sociales d'Ilan et son imaginaire se sont déployées. Il choisit ce qu'il veut imiter. Il prend l'initiative de changer de rôle et d'imitateur, il devient modèle. Il reprend l'action de Sylvaine, son éducatrice, et la transforme d'une façon créative. Il est attentif à ce que fait l'autre et il a du plaisir à échanger. Il a compris l'alternance entre imiter et être imité, ce qui était l'objectif de l'expérience. Ça va, t'as bien joué? Tu me regardes? Tu me regardes? Regarde-moi. T'as bien joué? Oui. Le tour de rôle se poursuit à la maison. Sa petite sœur, Inès, entraîne Ilan dans une partie de bagarre sur le canapé. Ça, c'est pour Ilan, ça, c'est pour maman. Voilà. Même s'il ne parle pas encore, il sait maintenant se faire comprendre. Tu le fais là. Tiens, comme il faut, ton feutre. Voilà. 1. 2. Regarde. Comme ça, regarde. Comme ça, comme ça. Comme ça, maman. Comme ça. Et comme ça. Au bout d'un mois, on a vu la différence. Où vraiment, il nous imitait plus. Dans son développement, ça allait beaucoup mieux. On voit qu'il s'ouvrait vraiment à plus de choses. Qu'il était plus renfermé que dans ses rituels et dans ses stéréotypies. Il était vraiment au contact avec nous. Il était avec nous, le regard était posé, le regard était là. Et ça a commencé à partir du moment où il a fait ses séances d'imitation. Il est plus en confiance. Oui. Maman, moi, je peux. C'est quoi? La farine. Oui. Ilan arrive à être en relation avec sa maman et sa sœur en même temps. Il est capable de se joindre aux autres pour faire ensemble et il porte attention à la fois à l'action et aux personnes, ce qui est un grand progrès. Oui. Allez, c'est remis. Allez, il a remis. Remis, là. Tourne, comme Inès. Vas-y. Oh, c'est mal. Tout fort.
Ilan est attiré par l'eau, mais il est un peu dérouté. Chaque enfant atteint d'autisme est unique et sa perception du monde l'est aussi. Le diagnostic précoce et les méthodes nouvelles qui visent à relancer le développement de l'enfant apportent beaucoup d'espoir. En formant les praticiens, mais aussi les parents et les enseignants à la détection de ce trouble, on pourra leur donner les clés pour comprendre ces enfants différents afin de les aider à rejoindre les autres. Il est temps d'inclure toutes les personnes porteuses de handicap dans la société, qu'elles puissent aller à l'école, avoir un travail, échanger, créer, aimer, comme tout le monde. Découvrez Le Monde de l'autisme, un web documentaire, une expérience interactive pour mieux comprendre le monde de l'autisme sur autisme.tv5monde.com.